Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Merci au Fonds E5T pour l'organisation de cet événement. Donc, je suis en compagnie de Jean-Luc Marini, qui est notre directeur de recherche en recherche et développement, et particulièrement en intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un outil d'intelligence artificielle que nous sommes en train de développer dans le laboratoire, qui va faire particulièrement écho à la conférence qu'on a eue ce matin sur la réindustrialisation. Donc on va présenter cet outil, c'est Jean-Luc qui va le faire. Et puis par la suite, si on intervient aujourd'hui juste avant le déjeuner, juste avant la pause déjeuner, c'est que on a aussi fait une expérimentation dont vous avez tous été la cible. Et on va vous expliquer ça juste avant le déjeuner. Donc on vous demande juste de patienter quelques instants. Alors je vais vous présenter rapidement, avant de laisser la parole à Jean-Luc, Open Studio. Donc nous sommes une entreprise de services numériques, mais on préfère se définir comme une fabrique de services numériques, à savoir que nous, on est plus des concepteurs, on fait des outils sur mesure, donc on préfère ce terme de fabrique. Et comme vous pouvez le voir, notre slogan, c'est l'innovation numérique responsable. Donc nous sommes labellisés numérique responsable et nous sommes soucieux des problèmes environnementaux et on s'évertue à faire des solutions qui sont Green IT, donc qui respectent l'environnement, et également des solutions qui sont IT for Green, et c'est une des solutions qu'on va présenter aujourd'hui. Donc je vous épargne, je vous laisse lire un petit peu la fiche descriptive de notre entreprise. Donc nous avons 5 agences et nous sommes à peu près un peu plus de 130 collaborateurs. Donc l'Atlas des synergies productives, c'est un outil que nous sommes en train de développer dans le laboratoire depuis plusieurs années. Et c'est un outil qui est en quelque sorte un jumeau numérique d'un territoire industriel. Et l'idée initiale était d'essayer de comprendre la capacité d'un territoire d'industrie à être résilient. Et donc, on s'est rendu compte d'ailleurs au temps du Covid qu'on avait des territoires qui avaient des faiblesses, des défaillances à ce niveau-là. Alors c'est un projet qui est au stade du prototype, qui est en open science et en open source. Et je vais laisser du coup Jean-Luc décrire ce projet à travers 3 exemples qui illustrent parfaitement à quoi peut servir cet atlas. Merci Emmanuel, je vais prendre le relais. Donc l'idée c'est de vous présenter en fait 3 cas d'usage de l'Atlas. Le premier porte sur la recherche de fournisseurs alternatifs. On a vu avec la crise du Covid à quel point nos systèmes d'approvisionnement étaient je dirais défaillants parfois sur certains types de produits ou de matières premières, notamment en provenance de l'Asie. Et l'idée, c'est de voir si localement, quand je dis localement, tout dépend de la distance, on peut trouver des fournisseurs alternatifs, alors qui ne feront pas forcément le produit intermédiaire ou qui fourniront effectivement la prestation qu'on avait l'habitude d'avoir, mais qui sont en capacité de faire évoluer leur appareil de production et leurs compétences pour pouvoir produire ce type de biens intermédiaires ou je dirais de composants. Voilà. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de l'Atlas des synergies productives. On peut intégrer pas mal de critères autour de ça, notamment liés à la solidité économique de l'entreprise ou des critères RSE au niveau des fournisseurs, puisque parfois il faut répondre aussi à des obligations. Et on a ce genre de contraintes à intégrer. Le deuxième cas d'usage, il est relativement simple, c'est l'attractivité des territoires, ou comment, à un moment donné, je peux appréhender le fait qu'un territoire représente un certain niveau d'attractivité par rapport à mon activité, notamment dans des logiques de réindustrialisation ou d'industrialisation tout court, puisque parfois on repense les choses, on ne réindustrialise pas, mais on est vraiment sur des créations d'industries nouvelles. L'idée, c'est... alors, on l'a appliqué au Gigafactory pour s'amuser un peu. Et à travers l'Atlas, on a essayé de voir si l'Atlas était capable de nous proposer pour ce type de territoire, était capable de nous proposer des territoires pour ce type d'activité. Et effectivement, ce qui ressort, c'est les Hauts-de-France.
Alors pourquoi les Hauts-de-France? Ça s'explique notamment parce qu'il y a un port, Dunkerque, il y a des friches industrielles, pas mal, il y a des sources énergétiques, et puis il y a tout un écosystème d'acteurs industriels qui participent à l'implantation, effectivement, qui peuvent participer à l'implantation de ces gigafactories. Le troisième cas d'usage, qui est relativement simple, c'est effectivement la capacité à pouvoir suggérer ou recommander à des entreprises industrielles des sauts productifs ou des pivots par rapport à une activité qui serait touchée de plein fouet par une phase de transformation. Typiquement, on travaille depuis quelque temps au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur certains acteurs qui appartiennent à l'écosystème des équipementiers du groupe motopropulseur, et avec l'arrêt du moteur thermique, certaines entreprises industrielles, je pense notamment aux décolteurs dans la vallée de l'Arve, c'est souvent problématique, se posent la question de qu'est-ce que je vais faire demain? J'ai un savoir-faire industriel, j'ai des outils de production, vers quoi je peux aller? Vers quel secteur? Est-ce que ce secteur accepte des nouveaux entrants ou pas? Quelles répercussions ça va avoir aussi sur mes fournisseurs ou mes partenaires? Donc pas mal de questions auxquelles on essaye d'apporter des réponses à travers l'Atlas. Alors l'Atlas, c'est plutôt pour nous un bac à sable. C'est aussi l'occasion de tester des technologies, d'expérimenter un certain nombre de choses qu'on va valider sur le terrain avec, je dirais, des acteurs qui sont très présents dans les territoires d'industrie. Mais je dirais, les travaux de l'Atlas ne s'arrêtent pas là. Je dirais, ils continuent aujourd'hui à travers notamment 3 thèses, 2 thèses CIF qui ont démarré déjà depuis un petit moment. L'une qui porte sur l'identification en fait, des écosystèmes, puisqu'on raisonne plus aujourd'hui en termes d'écosystèmes qu'en termes de filières, des écosystèmes industriels, à l'aide des graphes de connaissances. Alors, ces graphes de connaissances, c'est une manière de représenter les connaissances de manière différente, on va y revenir, mais voilà. Donc ça, on se sert pas mal de ces technologies-là. Cette thèse, elle a démarré en décembre 2021 et aujourd'hui, elle commence à produire des fruits, je dirais, assez intéressants. La deuxième thèse, qui est en partenariat d'ailleurs avec l'École des mines de Saint-Étienne, cette deuxième thèse porte sur la transformation des réseaux de valeur pour aller vers des filières industrielles plus agiles et résilientes. Donc là, c'est une thèse qui mêle pas mal je dirais, d'approches et pas mal de concepts et qui mobilise pas mal de technologies. Là, on est sur une phase de démarrage, donc ça se présente plutôt bien à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir appréhender quelle est la capacité d'un acteur industriel à pouvoir évoluer ou, je dirais, pivoter vers un nouveau type d'activité, que ça soit dans le même secteur ou dans un secteur différent. Et puis la troisième thèse qui n'a pas encore démarré, mais qui devrait démarrer normalement en octobre 2023, qui est avec l'Université de Franche-Comté, porte sur la prédiction de l'impact des transformations de filières industrielles, à différents niveaux d'ailleurs, que ce soit à un niveau national ou européen. Et l'idée, c'est un peu de prendre en compte des problématiques type effet papillon. Quand un acteur industriel qui a un point important dans une filière mute ou pivote, quel impact ça a sur la filière, mais aussi sur la filière source, mais aussi sur la filière cible. Alors, tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on continue ces travaux-là? Parce qu'on est à l'initiative d'un projet avec notamment, je dirais, 4 régions européennes, le Bade-Württemberg en Allemagne, la Lombardie en Italie, la Catalogne en Espagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour, je dirais, essayer de monter des outils de simulation qui aident, je dirais, les agences de développement économique régionales, alors régionales au sens de l'Europe, mais aussi les pôles de compétitivité, les clusters, les fédérations professionnelles, à accompagner les phases de transformation qu'on vit actuellement, notamment au niveau des filières stratégiques, des filières industrielles stratégiques européennes. Voilà. Donc c'est un programme qui, je dirais, est assez intéressant. Ce projet-là s'inscrit dans un cadre assez large. On dialogue pour ça avec la DG Gros, donc avec l'Europe, et notamment par rapport à la problématique des filières stratégiques telles que les a énoncées Thierry Breton, et aux phases de transformation qui sont en cours. Et voilà, on est sur ce dispositif-là, et l'ensemble de ces travaux participe à ça. Rapidement, je vous parlais tout à l'heure de graphes de connaissances, c'est quelque chose qui est très important dans l'Atlas.
Ça nous aide à faire des regroupements d'entreprises, à détecter des écosystèmes industriels, à pouvoir aussi identifier des synergies productives potentielles. C'est vraiment des outils qui sont d'un nouveau genre, qui mêlent en fait ce qu'on connaissait avec les ontologies, une manière de représenter un état de connaissance dans un domaine donné, avec des techniques, je dirais, issues des réseaux de neurones. On utilise pas mal des GNN, ce qu'on appelle des Graph Neural Network. Et on s'est livré à une petite expérimentation, d'ailleurs, pour jouer un peu. Je vais passer la parole à Emmanuel, qui va vous en parler par rapport au déjeuner. Oui, alors, nous avons en fait été un peu challengés par E5T, qui nous a, connaissant les travaux de recherche qu'on faisait, qui nous a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas organiser le plan de table du déjeuner en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, on a accepté le challenge, et là, ce que vous avez devant vous, en fait, c'est l'écosystème, c'est tous les gens qui sont présents dans la salle aujourd'hui, qui sont représentés par ce réseau de neurones, ce graphe de connaissances, et donc tous les liens qui relient les membres de l'Assemblée. Alors, où on est allé chercher les données, elles sont publiques, c'est les données que vous avez mises sur LinkedIn ou sur les sites qui parlent de vous. Et donc, on a fait travailler notre intelligence artificielle. Et ce qu'il y a dans les feuilles vertes, ce sont les thématiques qui ressortent. Donc, je crois qu'il y a 11 thématiques. C'est les thématiques que vous avez pu voir dans les conférences sur les 2 jours. Et vous allez donc vous retrouver à une table qui correspond à la thématique que le réseau de neurones a détecté chez vous. Donc, vous avez les plans de table à l'entrée de la salle de déjeuner. Vous retrouverez aussi un listing avec votre numéro de table. Et en toute logique, vous allez vous retrouver avec une tablée qui apprécie les mêmes sujets que vous. Donc normalement, vous devrez avoir des sujets de discussion en commun. Donc voilà, les plans de table se situent comme ça. Et vous aurez votre... Alors vous êtes libre de parler des sujets qui vous intéressent. Vous n'êtes pas forcé de parler de ces sujets-là. Pour terminer, j'ai oublié de dire, si ces sujets vous intéressent, et alors pour ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle, on a édité ce livre qui s'appelle Intelligence artificielle et environnement, donc qui va lister tout un tas de solutions amenées par l'IA pour l'environnement. Et donc on l'a appelé Alliance aux nuisances parce qu'évidemment l'intelligence artificielle et le numérique polluent également et donc ils ont aussi leurs nuisances. Et donc tout est expliqué dans ce livre. Vous le retrouvez à la librairie à côté de la salle de restaurant. Voilà, je vous laisse aller découvrir votre table et vos...